Alors, on comprend bien, Jean-Luc Mélenchon, que il y a une source inépuisable dans la Révolution française, dans vos références historiques, mais il y a tout de même des années et des siècles d'histoire qui précèdent. Est-ce que dans ces siècles d'histoire, il y a des moments, je sais pas, la République romaine, l'Athènes démocratique, d'autres moments, je ne sais pas, qui vous ont également marqué depuis votre enfance ou même depuis et auxquels vous faites de temps en temps référence, ou des personnages qui vous ont marqué? Alors il faut qu'on fasse le tri dans cette immense matière historique. On va mettre l'Antiquité de côté, sinon on y passe la journée. Et pourtant, elle joue sur moi un rôle aussi tout à fait essentiel. D'abord, Athènes ou Sparte? Alors attendez. Lorsque j'étais jeune homme, j'étais Sparte. Et puis le goût m'en est passé à mesure que j'ai découvert quand même le côté chatoyant de la chicaya athénienne. Et bon, vraiment, je crois que finalement, c'est plutôt Athènes que Sparte. Ces Spartiates étaient quand même des casse-pieds de première. Il faut voir l'échange qu'a Alexandre avec eux lorsqu'il descend de Macédoine, donc il avance, il est en train de fédérer ce qu'il peut des Grecs qui, naturellement, n'avaient qu'une hâte, c'est qu'ils s'en aillent de là, ce qu'il a fait. Et alors, il leur écrit toutes sortes de lettres pour essayer de les rallier. Et vous savez qu'on pratiquait le laconisme, parce que c'est Sparte. Et alors, il leur dit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et sinon il va vous en cuire si le Dieu le veut. Et la réponse des Spartiates est si. Et j'ai trouvé vraiment des casse-pieds dans leur coin qui ne veulent rien entendre. Et finalement, l'histoire les a contournés parce qu'une société militarisée ayant à ce point le peu de goût pour la culture est condamnée à dépérir. Donc oui, plutôt Athènes. Mais c'est Rome quand même qui est moi ma matrice. Je fais partie des gens qui sont capables de vous raconter la liste des 12 premiers Césars et même les suivants, ainsi que leur biographie. Donc ne me demandez pas d'intervenir là-dedans parce que j'y ai beaucoup de sources, mais c'est très loin et ça ne se reproduit pas. Mais ça sert à quoi alors? Ça sert à avoir une sorte de toile de fond historique, oui. de repères chronologiques ou autre chose, c'est-à-dire des modèles, puisque la vie des 12 Césars a servi pendant très longtemps à la constitution d'un jeune homme, par exemple, qui voulait, dans une principauté italienne, prendre le pouvoir. On lui faisait lire la vie des 12 Césars. Donc c'était des modèles de vie d'une certaine façon. Oui. Enfin, ça dépend de l'historien, parce que si c'est Suétone, qui est en quelque sorte le gala et le voici de l'Antiquité, c'est une vision des choses. Si ça va être Tite-Live, ça va être autre chose. Bon, ça alimente l'imaginaire et ça donne une tendresse pour l'humanité que l'on voit à chaque génération tâtonner, balbutier, se chercher. La vie des hommes illustres réduit toujours le champ du regard, parce qu'on n'aperçoit que ces hommes illustres, et vous savez comme moi que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc Néron passera jusqu'à la nuit des temps pour un gros salopard, alors qu'en réalité c'était un leader populaire. Il n'a jamais fichu le feu à Rome. Rome brûlait sans arrêt pour un oui, pour un non. C'est une ville en très mauvais point. Mais bref, ça donne de la tendresse pour l'humanité. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. Mais après, quand on vient sur l'histoire de France, on va être... ce que j'en ai retiré, c'est que ces frontières n'étant jamais les mêmes, une grande rupture s'est opérée dans son histoire, qui est la Révolution de 1789. En apparence, la France est antérieure à 1789, mais c'est la rupture qui fait sens et non pas la continuité. Les lieux ne sont pas les mêmes, les frontières ne sont pas aux mêmes endroits, les religions ne sont pas les mêmes. Nous avons été incapables d'en avoir qu'une seule. On a essayé, comme tout le monde, on s'est massacré pendant 3 siècles, avec énergie, détermination et méthode, sans arriver à rien. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la laïcité, remède qui permet de vivre tous ensemble. Mais les couleurs de peau n'ont pas été les mêmes. Les derniers territoires français, c'est Nice et la Savoie. C'est quand même très récent, c'est 1860. C'est plus récent que l'occupation de l'Algérie. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui fait sens ? C'est ce mouvement qui a construit l'État et libéré l'individu. Et ça, ce sont les Lumières qui nous ont apporté ça. Et non pas, comme le disent certains, cette interminable nuit qu'a été l'obscurantisme de l'autorité, de l'Église sur la société française. Et je suis prêt à en faire la démonstration qu'on en veut contre toutes ces sornettes dont on ne cesse de nous accabler. L'histoire profonde, c'est d'abord celle de cette immense rébellion contre l'ordre établi qui a commencé par être une petite lumière sur quelques personnes de retour des croisades
Scheherazade qui découvre qu'il y a une autre clé pour comprendre le réel que sont les maths, qui ramène la chimie que les Arabes nous ont enseignée, qui ramène des tas de choses que les Arabes ont préservées ou enseigné. C'est Giordano Bruno, ce sont des gens comme ça. Et après, voilà, commence la Renaissance. Galilée. Et nous allons avoir des personnages formidables qui vont chacun tout doucement. Vous avez un Montaigne, que j'ai tellement détesté dans ma jeunesse, je le trouvais modéré. Mais que maintenant, bon, peut-être est-ce mon âge qui fait ça, mais je le regarde avec une tendresse absolue. Je vois ces gens qui essayaient de maintenir un point de vue politique, parce que c'est le point de vue de Montaigne, c'est un point de vue politique, c'est qu'ils en avaient rien à fiche de la religion du roi. Tout ce qui comptait, c'était la stabilité des institutions, donc on prenait comme roi l'aîné de la branche aînée, et peu importe de quelle religion il était, ce qui a été la première, en quelque sorte, autonomie du sujet politique. Mais vous voyez, me voici lancé sur l'Ancien Régime, qui normalement n'est pas mon affaire. Mais moi, j'y ai mes préférés dans l'Ancien Régime, que j'ai étudié, que j'ai aimé, dont je distribue les biographies à mes collaborateurs. Par exemple ? Eh bien, j'ai 2 héros dans l'Ancien Régime, le roi Philippe le Bel et le roi Louis XI. Je me réfère à 2 biographies, pour ceux que ça intéresse. Philippe le Bel, ce sera celle de Jean Favier. Et en ce qui concerne Louis XI, évidemment, l'indépassable bio de Paul Murray-Kendall. Même génération, même époque, c'est les grandes biographies Fayard du début des années 70, quelque chose comme ça. Oui, alors on a été toute une série fin des années d'hommes 70. politiques à lire ça, je crois. Vous apprendrez par exemple que le président Mitterrand a adoré, puisque j'ai eu l'occasion et l'honneur d'en parler une fois avec lui, la bio de Louis XI, très moderne, dont toute l'intelligence politique repose sur un judo extraordinaire. Il a un mépris total pour les apparences, une espèce de simplicité cultivée, à laquelle j'aimerais bien ressembler moi aussi, et en même temps un art extraordinaire du retournement de situation, de la patience, l'art de reculer, car c'est pas tout de savoir avancer, il faut aussi savoir reculer à temps pour obliger l'adversaire à s'avancer tellement à découvert qu'il puisse s'empoisonner de son propre venin. Ça, c'est Sun Tzu et c'est l'art de la guerre. Ça vient aussi. Absolument. Et la façon avec laquelle il en finit avec le duc de Bourgogne est à la fois tragique pour le personnage flamboyant du duc de Bourgogne, et quand même l'apologie de l'intelligence politique du roi Louis XI, qui achève et qui est d'ailleurs, on le signalera au passage, le fondateur de la Poste en France. Donc bonjour à tous les facteurs postiers, parce que c'est lui qui a créé le premier service des chevaucheurs. Voilà. Mais je vais pas trop... Le personnage de Louis XI me fascine pour cet art de la politique, de manier l'adversaire et de manière obstinée. Mais ce qui est intéressant, Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous rendez vivants ces personnages, parce que vous les connaissez bien, mais ils vous rendent vivants aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils vous libèrent par leur exemple. À certains moments, vous allez puiser chez telle ou telle capacité. Raison. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est l'effet que ça me fait. Voyez-vous, quand la scène finale que raconte Philippe de Comines, lorsque enfin le téméraire est tombé, et alors on voit que ce type, avec cette petite équipe qu'il appelle mes compères, et je me suis surpris nombre de fois à appeler mes très proches mes compères, ce qui est embêtant parce que ça ne se met pas au féminin. Il y a pourtant des compères autour de moi qui sont des commères. Mais je crois qu'elles ne le supporteraient pas. Donc je les appelle mes compères. Cette petite scène qu'il raconte m'a tellement fasciné. Parce que je suis un intellectuel, donc je ne peux pas ne pas comprendre qu'à cet instant, ce qui l'emporte, c'est la force de l'esprit sur la force de la brute qu'a été le téméraire, avec cette espèce d'aspect flamboyant. Mais l'autre roi que je viens de mentionner est Philippe le Bel. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de contemporain. Parce que nous, les Français, sommes de longue date têtus et teigneux. Il se trouve que Philippe le Bel a eu à affronter le pape qui prétendait qu'il commandait au temporel comme il commandait au spirituel. Et il y a là toute la série des décisions que prend ce pape, jusqu'à l'abus d'une âme sanctam, et là aussi il y a de la politique partout. D'abord le roi, on ne sait pas qui c'est. C'est un type qui parle peu, on vient le voir de loin, il dit j'aviserai, nous verrons en notre conseil, voyez un tel, il dit rien, on ne sait pas qui c'est. D'ailleurs les historiens ne savent toujours pas qui c'est. Mais autour de lui, il y a une série d'hommes, ce sont des hommes, alors que Louis XI, il y a sa fille, qui est une femme qui est très influente. Et ce sont des hommes qui sont autour de lui et qui changent de fonction, donc on en déduit que c'est lui le chef d'orchestre. Et il y a cet affrontement avec le pape qui est le moment où s'affirme l'autonomie, là de nouveau, du sujet politique. Le roi est roi parce qu'il est roi.
et il n'y a pas d'autorité au-dessus de la politique. Alors évidemment, lui est chrétien, croyant et tout ça, mais c'est l'art du combat qu'il va mener avec ce pape qui m'a fasciné. Comment il s'y est pris. D'abord, il a commencé par l'accuser d'hérésie, ce qui fait que l'autre a dû se défendre sur son propre terrain. Et ça se termine, comme vous le savez sans doute, par le fait que le roi cite à comparaître le pape et lui envoie Guillaume Nogaret, lequel va à la forteresse d'Agnani, qui fort opportunément venait d'être envahie par des bandes italiennes. Alors certains disent en réalité c'est pas vrai, c'est le roi qui a payé ces gens. Nogaret est entré dans la chambre du pape où la bataille continuait. Il a mis de ses 4 pénons autour du lit, il a lu son texte pour le citer à comparaître, il a rembarré et il est reparti. Et alors on dit qu'il aurait donné une gifle à ce pape qui en serait mort de peur. Peu importe. Ça n'est pas la seule fois que la gifle est importante en histoire. Voilà. Trois jours plus tard, il en est mort et Guillaume Nogaret a sa statue à Montpellier. Et j'invite ceux qui nous écoutent et qui sont bons mécréants ou honnêtes défenseurs de leur patrie et de l'autorité du sujet politique à aller porter quelques petites fleurs. Après, ils font un détour. À Montpellier, il y a également la statue de Jaurès. On ne perd pas son temps quand on se promène dans les rues de Montpellier. On sait que, écoutez, en tout cas, Georges Frêche était un grand concepteur de statues historiques, justement. Oui, celle de Nogaret, je ne sais pas celui qui l'a mis, mais il y a à Montpellier une statue affreuse. C'est celle de Louis XIV qui regarde vers le pays cévenol. Et vous savez que Louis XIV a odieusement réprimé la religion protestante et que les Camisards et les Cévenols qui ont été réprimés abominablement, les femmes ont été enfermées. Et le dernier groupe de femmes enfermées, qui a été désemmuré, était en quelque sorte, la figure de proue était Marie Durand, qui a écrit sur la pierre de son cachot, une espèce de truc où il y a par où la lumière passait, elle a écrit le mot « résister ». Et l'avocat qui a fait sortir ces femmes de là est Rabot Saint-Étienne, dont le fils est le personnage que l'on voit dans cette scène célèbre de serment du jeu de paume. On voit le serment qui est en train d'être prêté, et au premier rang, on voit un homme qui tient dans ses bras un prêtre et un pasteur. Et ce personnage est Rabot Saint-Étienne, le fils, et on voit comment la liberté, l'exigence de la liberté du culte a produit l'exigence de la liberté de conscience, laquelle a produit la liberté tout court et la laïcité. À bon entendeur, Monsieur Sarkozy, salut. Alors, tout de même, l'histoire n'est pas, Jean-Luc Mélenchon, qu'une brassée de roses, un chemin de roses. Non. Il y a des révoltes, certes, mais il y a des révoltes qui sont matées. Il y a la résistance, mais il y a évidemment les résistances qui ne parvient pas à trouver le jour à un certain moment. Et il y a tous ces moments, effectivement, où on sent, où on croit, en tout cas, à un recul de l'histoire. Et ça, vous disiez tout à l'heure, à propos d'un des personnages historiques qui comptait, il faut savoir reculer, mais quelquefois, l'histoire recule aussi. Oui. On a l'impression de se retrouver 5, 10, 15, 50, 100 ans en arrière. Vous avez, ça vous paraît important, cette idée d'avancer et de déjà, recul? Pardon de vous dire que votre regard vous situe. C'est l'idée qu'il y a un progrès dans l'histoire. Ce n'est pas une idée qui est partagée par tout le monde. Certains pensent que l'histoire est cyclique et que, ma foi, on recommence tout le temps la même chose. D'autres pensent que ce qui est un recul, c'est ce que moi je nomme un progrès. Les conservateurs, on considère, les vrais conservateurs, considèrent tout ce qui suit la révolution de 1789 comme une addition d'erreurs. Pourquoi ? Parce que le principe de base auquel ils croient est violé. Le principe de base de la révolution, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors l'idée d'égalité est, si vous voulez bien y réfléchir, une absurdité. Personne n'est égal de l'autre, il y a des petits, des gros, des grands, des hommes, des femmes, tout ce qu'on veut. Personne n'a l'air de ressembler à l'autre. Et pourtant, c'est ce que nous affirmons, nous sommes semblables. C'est pourquoi c'est en France qu'est née cette idée radicale qui va jusqu'au communisme, dont Babeuf est le précurseur. À peine la révolution est-elle en train de s'achever dans l'erreur thermidorienne. Et puis, de l'autre côté, c'est en France aussi que sont nées les idéologies inégalitaires, racistes, par opposition, puisque les uns prétendaient fonder l'ordre politique sur l'égalité naturelle des hommes, les autres ont prétendu fonder le leur d'ordre politique sur l'inégalité naturelle. Et ça, c'est beaucoup au XIXe siècle. Voilà, il y a des moments qui sont des moments de ressac, de reflux, de nuit noire.